Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Yannis Tevissen, j'ai 26 ans et j'aimerais commencer par vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un petit garçon né à la fin du siècle dernier dans une famille qu'il qualifie lui-même comme aimante. Ce petit garçon, il a eu une enfance heureuse, il s'est fait beaucoup d'amis, il a été très curieux également, très touche-à-tout. Il a joué dans un club d'échecs, il a fait un peu de théâtre, il a passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo avec ses amis, ou encore à lire. Il s'est également découvert un certain nombre de passions qu'il a emportées avec lui durant toute son adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Je pense à la photographie et au cinéma. Notre ami et cet enfant, puis adolescent, et enfin un jeune homme, a toujours été assez studieux. Il aimait beaucoup l'école, il apprécie en particulier les mathématiques, les sciences. C'est pourquoi il a choisi, après son lycée, de poursuivre en classe préparatoire pour préparer les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Après 2 années de travail acharné, il intègre finalement une école d'ingénieur dans laquelle il découvre le numérique, l'informatique. Ce sont des sujets qui le passionnent et qui sont à la fois à l'ère du temps, mais également très stimulants intellectuellement. En parallèle de ce travail, notre ami mène une vie étudiante très riche. Il participe à ses premières soirées étudiantes, et il fait ses premières fêtes. Il s'engage également dans un certain nombre d'associations. Je pense notamment au bureau des sports de son école d'ingénieur, dans lequel il a été élu pour organiser un certain nombre d'activités, à la fois des matchs de sport, bien sûr, mais également des soirées étudiantes. Ce passage de sa vie l'a beaucoup marqué et lui tenait énormément à cœur à l'époque. En parallèle de tout ça, bien sûr, notre ami avait également un certain nombre d'ambitions professionnelles, d'objectifs. L'un des objectifs était de créer son entreprise. Alors, c'est quelque chose qu'il a fait, parcours assez atypique, en sortie de son école d'ingénieur. Il a fait le choix, avec 3 de ses camarades, de créer une société. Alors, cette société, je vais vous en dire 2 mots. Il en parlerait mieux que moi, mais c'était une société euh, qui avait pour but de concevoir, de développer un outil informatique qui aide les personnes à préparer leur discours. J'en aurais bien eu besoin, j'en aurais bien eu besoin aujourd'hui. L'idée était en fait d'utiliser l'intelligence artificielle, qui était à l'époque un petit peu moins à la mode, mais qui commençait à faire parler, pour en fait faire des retours objectifs sur le discours en amont, pendant la phase de préparation. Alors si cette aventure entrepreneuriale lui a beaucoup plu, elle lui a surtout fait découvrir le domaine de l'intelligence artificielle, qui l'a vraiment intéressé, même passionné. Et c'est pour ça qu'il a choisi de prendre un peu de recul et de commencer une thèse de doctorat sur le sujet de l'intelligence artificielle. En particulier, il s'est intéressé à l'analyse automatique des conversations. Alors, j'ai quasiment terminé de vous raconter cette histoire, l'histoire de notre ami. Il me reste à vous dire qu'aujourd'hui, il a terminé sa thèse avec succès. Il est donc désormais docteur en intelligence artificielle. Il habite à Paris. Il y est très heureux et il travaille comme directeur scientifique pour une société française qui développe des intelligences artificielles dans le secteur des médias. Alors j'ai désormais terminé de vous raconter cette histoire et j'aimerais vous poser quelques questions. Alors, la première, c'est combien parmi vous, lorsque j'ai raconté cette histoire, combien ont imaginé ce petit garçon, cet adolescent, ce jeune homme, en fauteuil roulant?
Car oui, en réalité, cette histoire, c'est la mienne. Et j'aimerais vous demander aussi combien, parmi vous, lorsqu'ils m'ont vu monter sur scène, ont vu un ingénieur, un entrepreneur, un docteur, puis chercheur en intelligence artificielle. Et je vais aller encore un tout petit peu plus loin, puisque je vais vous demander combien ont vu quelqu'un avec qui ils pourraient aller boire un verre, aller supporter leur équipe favorite, aller danser en soirée peut-être, flirter. Alors je ne connais pas vos réponses dans le détail, mais je sais qu'en général, dans la population, les réponses sont plutôt négatives. Cela m'attriste un peu, mais je ne vous en veux pas. Je n'en veux à personne, à vrai dire. Je pense qu'il y a des causes plus profondes à ces préjugés, à ces biais. Je ne suis pas venu ici pour essayer de les énumérer toutes. Je n'en aurai pas le temps et c'est une tâche assez complexe. Néanmoins, j'aimerais parler d'une des causes qui pour moi est importante, à savoir la sous-représentation des personnes en situation de handicap, à la fois dans les médias, dans la culture, dans l'art. Je suis prêt à parier que parmi vous, peu se souviennent de la dernière fois qu'ils ont vu une personne ouvertement handicapée, en fauteuil roulant peut-être, s'exprimer à la télévision pour parler de politique, d'art, de science, de littérature peut-être. Pourtant, aujourd'hui, plus de 1,1 million de travailleurs en France sont en situation de handicap. Parmi ceux-ci, à peu près 15% ont un handicap visible, comme moi, sont en fauteuil roulant par exemple. En général, dans les médias et la culture, l'art, lorsqu'on représente des personnes en situation de handicap, lorsqu'on les interviewe, souvent c'est pour parler de santé, de dépendance, des difficultés qu'elles rencontrent. Mais trop peu, selon moi en tout cas, de leur passion, de leur travail. Pourtant, ces personnes sont tout aussi aptes à en parler, tout aussi intéressantes, intéressées de venir parler de, bien sûr, leur passion et leur travail. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous énumérer toutes les autres causes qui, pour moi, sont à l'origine des biais sociétaux liés au handicap, d'autant que il est venu pour moi le temps de vous faire une confidence. Je suis très heureux qu'on m'ait proposé de faire ce TEDx devant vous ce soir. Je suis encore plus heureux qu'on m'ait proposé de le faire, non pas pour vous parler de handicap, mais pour vous parler d'intelligence artificielle. Car oui, en réalité, c'est le sujet que je connais le mieux. J'ai un doctorat sur le sujet. Et comme on ne m'a pas autorisé à faire 2 TEDx ce soir, je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, l'IA, comme on l'appelle communément, en réalité, ce sont un nombre important de systèmes, d'algorithmes, de modèles qui fonctionnent grâce au principe de l'apprentissage machine. Apprentissage automatique. On peut l'appeler également apprentissage automatique. L'idée, c'est qu'on présente à une machine, à un ordinateur, un modèle, un certain nombre de données, et celui-ci va apprendre, grâce à ces données, à effectuer une tâche. Un peu à l'image d'un enfant, à qui on apprend en lisant des textes, en lui parlant, en le laissant observer le monde autour de lui. Eh bien, les machines vont apprendre en lisant les textes que nous avons écrits, en écoutant les paroles que nous avons prononcées, en observant, ou en tout cas en analysant les images que nous avons créées, que nous avons capturées, que nous avons produites. Et vous vous en doutez, si les IA, les modèles, les algorithmes apprennent à partir des données que nous, humains, avons créées, avons produites, ceux-ci sont susceptibles
de reproduire nos biais d'humains. Alors, ces biais, ce sont des sujets d'étude depuis de très nombreuses années, à vrai dire depuis que l'intelligence artificielle existe, et même avant sur d'autres systèmes numériques. Ils ont notamment été mis en lumière euh, relativement récemment au travers d'un épisode qui a beaucoup été médiatisé, celui de Joy Buolamwini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, mais c'est une chercheuse, une doctorante au MIT aux États-Unis, qui travaillait sur des algorithmes dits de reconnaissance faciale. Alors l'idée, c'était qu'une caméra devait observer les traits de Joy et arriver à reconnaître son visage. Malheureusement, après de nombreux essais, elle n'a pas réussi à faire fonctionner ces algorithmes. En tout cas, pas sur elle. Elle ne comprenait pas pourquoi, jusqu'au jour où, un peu par hasard, elle a mis un masque blanc sur son visage. Et là, en fait, elle s'est rendue compte assez rapidement qu'elle venait de découvrir un biais important des intelligences artificielles. Un biais que l'on qualifierait aujourd'hui de raciste. Les IA de reconnaissance faciale étaient alors incapables de détecter de façon efficace les visages noirs. Alors, il existe d'autres biais, bien sûr. Ils sont nombreux, au moins aussi nombreux que le nombre d'intelligence artificielle. Mais malheureusement, sur le sujet du handicap, j'y reviens, si vous me le permettez, il y a assez peu d'études sur le sujet. Alors on sait que des algorithmes de reconnaissance vocale, par exemple, sont moins pertinents, moins efficaces quand la personne a une élocution plus lente, quand la personne a une élocution hachée peut-être, due à un handicap. On a également des résultats depuis quelque temps sur les algorithmes de reconnaissance et d'analyse du texte, de classification de texte en tout cas. Alors, l'étude que je souhaiterais vous partager ce soir, c'est celle de l'Université de Pennsylvanie de l'année dernière, de 2023. Les chercheurs ont étudié les commentaires que nous postons tous sur les réseaux sociaux, les critiques que nous faisons sur des sites de e-commerce, comme Amazon par exemple. Lorsque vous postez un commentaire ou une critique, les morceaux de texte que vous écrivez sont analysés par un certain nombre d'algorithmes, de modèles, et notamment de l'intelligence artificielle. L'idée est d'arriver à déterminer si les commentaires, les textes que vous avez écrits sont positifs, négatifs, toxiques, haineux peut-être. Dans certains cas, cela permet notamment de les retirer, s'ils enfreignent les lois locales ou les conditions d'utilisation des plateformes. Eh bien, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, comme je vous le disais, ont réussi à montrer qu'un commentaire qui mentionne une personne en situation de handicap a beaucoup plus de chances d'être classé comme négatif, toxique, haineux potentiellement, que le même commentaire ne mentionnant pas cette personne. On est bien sûr là face à un biais assez important et un risque d'invisibilisation des personnes en situation de handicap très important sur les réseaux sociaux notamment, mais également sur les plateformes de e-commerce. En effet, on peut se poser la question si un produit, par exemple, à destination de ces personnes-là est considéré comme toxique ou comme négatif pour le public, celui-ci risque d'être retiré des plateformes de e-commerce alors qu'il avait une utilité très ciblée pour les personnes en situation de handicap. On est donc là face à, encore une fois, un biais très important. Alors il y a une approche, c'est celle qui a été implémentée dans le chat GPT,
Vous connaissez sûrement, je ne vais pas vous présenter ChatGPT. Cette approche, c'est au contraire de toujours avoir un regard et un discours positif sur les personnes en situation de handicap. Pour moi, il y a aussi un problème. On ne remplace pas un biais, pour moi, par un autre. Alors, donc, si ces biais qui ont été identifiés et l'épisode de Joy Biolamoni que je vous évoquais précédemment ont fait un petit peu de bruit, de nombreux garde-fous ont été mis, en tout cas sur certains biais, notamment les biais racistes, les biais sexistes, qui sont aujourd'hui scrutés par tous les développeurs de technologies, mais malheureusement encore trop peu les biais liés au handicap. Et c'est, à vrai dire, l'appel que j'aimerais passer ce soir à vous tous, concepteurs, utilisateurs de ces solutions technologiques, mais également citoyens d'une société qui comporte malheureusement encore beaucoup de préjugés. J'aimerais attirer votre attention sur tous les biais, qu'ils soient technologiques, culturels, sociétaux, liés au handicap. Et je pense que nous avons tous collectivement un effort à faire et un rôle à jouer pour que ces biais petit à petit s'effacent et pour que la société soit plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, mais pas que, et j'aimerais finir là-dessus. Je pense que toutes les différences sont à prendre en compte, que ce soit dans les outils technologiques, mais également dans la société, et pour que peu importe qui vous la pose, dans quelques années, vous puissiez tous répondre positivement à la première question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous remercie.